Bienvenue sur la web radio de l'Infectio. Ce podcast vous est proposé par les enseignants de maladies infectieuses et tropicales des universités de Saint-Étienne et Lyon. Il est destiné aux étudiants de deuxième cycle des études médicales et il a reçu le soutien de l'université Jean Monnet. Bonjour, je m'appelle Florence Adair, je suis prof de maladies infectieuses à la faculté de médecine de Lyon. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire qui est un peu l'histoire de l'humanité, avec une des plus vieilles maladies infectieuses documentées que l'on peut tracer à plein de moments de notre histoire. Il s'agit bien sûr de la tuberculose. Nous allons essayer de fixer quelques grands principes ensemble qui, j'espère, vous aideront. L'idéal étant que vous écoutiez ce podcast en ayant le CNPLI sous les yeux pour imprimer un max d'éléments. D'abord, quelques notions de microbiologie. L'agent causal est une mycobactérie, du Mycobacterium tuberculosis complexe, qui contient 7 espèces pathogènes chez l'homme, dont Mycobacterium tuberculosis, historiquement appelé bacille de Koch, qui est l'agent causal de 95% des cas de tuberculose. Sporadiquement, dans les 5% restants, l'agent causal sera Mycobacterium bovis ou Mycobacterium africanum. C'est une bactérie aérobie, stricte, à croissance lente. Néanmoins, plus il y aura d'accès à l'oxygène et aux nutriments, plus la croissance s'accélérera. La multiplication est intra, mais possiblement extracellulaire. La paroi des mycobactéries est riche en lipides, ce qui fait qu'en microscopie, on obtient cet aspect caractéristique de bacilles acido-alcoolo-résistants en lien avec les caractéristiques de résistance de cette paroi. La transmission est interhumaine, avec un cycle de vie mycobactérien dans le réservoir mammifère. Et du point de vue de la biologie évolutive, la coévolution dans ce réservoir mammifère confère à Mycobacterium tuberculosis une adaptabilité exceptionnelle à la survie dans les cellules eucaryotes humaines. Cette transmission interhumaine s'effectue donc par voie aérienne, la porte d'entrée est respiratoire et le site primaire d'infection est donc pulmonaire. On continue avec quelques points épidémiologiques. La prévalence de la tuberculose est asymétrique, définie par les pays de haute endémie à prévalence élevée et les pays de faible endémie à prévalence basse. Cette partition est fondée sur le fait que la tuberculose est une maladie de la précarité et des conditions de vie difficiles, telles que la guerre, la famine, les migrations, ce qui explique que la prévalence élevée corrèle avec des zones socio-économiquement défavorisées. En France, la prévalence de la tuberculose est faible, mais il faut nuancer en retenant 4 points. Premièrement, l'incidence globale annuelle est d'environ 5000 cas par an en France métro et extra-métropolitaine en lissant les données. Mais il y a d'importantes disparités territoriales et populationnelles et on retiendra la triade GIM, GIM, avec les 3 départements ou régions où l'incidence est la plus élevée. La Guyane, l'Île-de-France, qui concentre 38% des cas, avec la Seine-Saint-Denis, qui est le département de France métropolitaine où l'incidence de la tuberculose est la plus élevée, et Mayotte. Troisièmement, les populations à risque de survenue sont les personnes âgées, les personnes dénutries ou cachectiques, les personnes vivant en conditions socio-économiques défavorables, comme les SDF, les migrants en provenance d'une zone de prévalence élevée, les toxicomanes, les personnes vivant en milieu carcéral. Enfin, les personnes présentant une immunodépression, comme les personnes vivant avec le VIH, surtout au stade SIDA, les personnes traitées par une biothérapie, notamment par anti-TNF-alpha, les personnes recevant une corticothérapie au long cours ou les receveurs de transplantation d'organes solides ou de moelle. Quatrièmement, il y a 2 pics d'incidence de la tuberculose en France. Un pic dans la tranche des 20-40 ans qui correspond aux populations migrantes et un pic au-delà de 65 ans qui correspond aux populations âgées et ou immunodéprimées. On va consacrer un petit peu de temps à la physiopathologie de la tuberculose et c'est là que je vais mettre ma petite touche perso dans le podcast. Parce que qui comprend la physiopathologie de cette maladie comprend ses modalités de prise en charge. En lien avec la notion de réservoir de persistance, la tuberculose est en fait et surtout une infection du système immunitaire. C'est un concept que vous avez très bien intégré avec l'infection chronique à VIH qui infecte les lymphocytes TCD4
ce qui est applicable à la tuberculose, à la différence que c'est le système immunitaire inné qui est infecté par Mycobacterium tuberculosis et en particulier les macrophages. La lésion élémentaire tissulaire histologique est le granulome, c'est-à-dire un agrégat de macrophages infectés qui évoluera au fil du temps. C'est à ce stade que l'on atteint un point de compréhension qui est important en lien avec l'interaction spécifique de chacun d'entre nous avec la mycobactérie. Soit le macrophage, les macrophages peuvent éliminer la mycobactérie par digestion dans le système phagolysosomial, soit la mycobactérie évite cette dégradation phagolysosomiale et enclenche deux actions. D'abord, elle détourne la chaîne métabolique des macrophages à son profit pour accumuler des lipides, ce qui les transforme en cellules épithélio-gigantocellulaires qui vont libérer ces lipides, appelés caséomes, quand elles éclatent. Et puis, elle se multiplie pour infecter d'autres macrophages circonférentiels responsables d'une évolution centrifuge vers un granulome dit mature, qui est entouré d'une coque de cellules fibroblastiques et de lymphocytes périphériques. À partir de là, deux scénarios. Scénario 1, ce granulome peut rester quiescent pendant des années ou des dizaines d'années grâce à un contrôle partiel du système immunitaire. C'est ce que l'on appelle l'infection tuberculeuse latente, qui sera la base de la réactivation possible à la faveur des circonstances favorisantes que l'on a évoquées plus haut. Scénario 2, parfois, ce granulome enchâssé dans le tissu pulmonaire continue de grossir ou reprend sa croissance pour atteindre une taille critique et se rompre en libérant des mycobactéries dans les bronches et ou dans le secteur vasculaire pulmonaire et ou dans le réseau lymphatique pulmonaire, ce qui permet sa dissémination locale et systémique. Sa rupture dans le tissu pulmonaire va provoquer une réponse immunologique de détertion locale avec l'activation des lymphocytes et des polynucléaires neutrophiles pour en quelque sorte nettoyer ce foyer infectieux aux dépens du tissu, puisque cela va créer et creuser les cavernes pulmonaires dans lesquelles les mycobactéries vont utiliser les lipides comme substrat nutritif et l'oxygène qui irrigue la caverne pour booster sa croissance et sa multiplication. Et c'est comme ça que le patient dit bacillifère peut infecter quelqu'un d'autre par voie aérienne. Alors on comprend bien qu'avec toutes les explications que je viens de vous donner, il y a quelques points importants, 5 points en particulier à retenir. Premièrement, que dépister des individus avec une infection tuberculeuse latente est un moyen d'identifier un réservoir d'individus à risque de développer un jour une tuberculose maladie. Et ce point est important en termes de politique de santé publique. Deuxièmement, que la tuberculose maladie est une granulomatose septique à point de départ pulmonaire, mais qui peut disséminer à d'autres organes. Et comme ces séquences physiopathologiques sont le plus souvent relativement lentes, c'est une granulomatose septique chronique. Troisième point, qu'identifier un ou des granulomes qui contiennent des cellules épithélio-gigantocellulaires et du caséum sur une biopsie de tissu et la signature anatomopathologique de la tuberculose maladie est considéré comme pathognomonique. Quatrièmement, qu'il y a de multiples typologies cliniques de la tuberculose maladie en fonction de l'organe atteint et de l'étendue des lésions. Ainsi, on parle de tuberculose pulmonaire commune, qui est la forme la plus fréquente, qui peut survenir seule ou possiblement avec une ou des localisations extrapulmonaires, comme les ganglions. Dans 50% des tuberculoses extrapulmonaires, c'est une atteinte ganglionnaire, avec une atteinte du système nerveux central, qui sera une neurotuberculose, ou avec une atteinte des séreuses, avec la triade plèvre, péricarde, péritoine. Il y a aussi cette entité nosologique particulière, qui est la miliaire, où les mycobactéries ont essaimé du poumon par voie hématogène, générant une constellation systémique de granulomes dans les tissus de l'organisme. Enfin, cinquième et dernier point, pour traiter la tuberculose maladie, il va falloir utiliser un traitement antibiotique qui peut tuer les mycobactéries en suspension dans les cavernes, des mycobactéries internalisées dans les macrophages du granulome et cachées dans le caséum. Donc il faut utiliser des antibiotiques avec des super méga pouvoirs.
Et voilà, on a bouclé la première partie de l'item de la tuberculose, et ce très vaillamment. Donc je vous invite à me rejoindre sur la partie numéro 2, où seront résumés le diagnostic, le traitement et la prévention de cette maladie. Merci et à tout de suite. Ce podcast est un complément à l'ouvrage de référence du Collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales, le PI étudiant.